suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même si ce n'est que virtuellement. Et je vous remercie pour cette invitation. Donc, je suis co-directrice d'un think tank qui est basé à Paris et qui s'appelle l'Institut Veblen. Nous sommes une association à but non lucratif qui a été créée à la fin de l'année 2010 pour travailler sur les réformes économiques dont on a besoin pour faire la transition écologique et sociale. Et nous sommes une association qui est composée principalement d'universitaires, d'académiques francophones, pas uniquement français, beaucoup d'économistes, mais aussi des juristes et d'autres spécialistes des questions environnementales. On a ouvert à l'Institut un programme sur la politique commerciale de l'Union européenne en 2015. C'était au moment des grandes négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, qui se sont ensuite arrêtées, notamment au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Mais c'était encore un moment de très vive discussion sur la finalisation de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, l'AECG. Avec des discussions qui continuaient aussi sur l'accord de commerce entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La question qu'on a voulu poser, les questions qu'on a voulu se poser avec ce programme sur la politique commerciale européenne, c'est de savoir comment concrètement on peut essayer d'aligner notre politique commerciale européenne avec nos engagements qui ont été pris au titre des accords multilatéraux sur l'environnement. Donc, je pense notamment à l'accord de Paris sur le climat, mais aussi au cadre mondial de Kunming-Montréal qui a été adopté plus récemment, fin 2022. Et donc, tout ça pour l'Union européenne a été ensuite décliné dans le paquet vert européen, dont vous avez certainement entendu parler. Et on a essayé de regarder comment ensuite ça pouvait venir irriguer les discussions sur les accords de commerce. On a mené un travail depuis toutes ces années, pas tout seul. On a beaucoup travaillé avec une autre organisation qui s'appelle la Fondation, alors qui s'appelait la Fondation Nicolas Hulot, qui est maintenant devenue la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et donc, ce travail conjoint nous a amené à publier beaucoup de rapports ensemble pour essayer de faire des propositions concrètes de transformation de la politique commerciale européenne. Et puis, je voulais aussi signaler que depuis 2021, on a aussi eu une série de publications conjointes avec l'association interprofessionnelle de la filière bovine, Interbev, en France, avec qui on a eu beaucoup d'échanges aussi très concrets sur les implications de ces accords de commerce et de ces négociations commerciales sur une filière comme celle de la viande bovine. Alors, je vous le disais, la concrétisation dans l'Union européenne de nos engagements internationaux en matière de climat, mais aussi de biodiversité, elle a trouvé un atterrissage dans le Pacte vert européen qui a été lancé en 2019 par la Commission von der Leyen. Donc, ce Pacte vert, c'est un grand programme d'action pour l'ensemble des institutions européennes qui vise à mettre en œuvre de manière contraignante les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs en matière de biodiversité qui ont évolué depuis le lancement du Pacte vert, puisque je le mentionnais, ils ont été même formalisés plus récemment en 2022 dans le cadre mondial de Kunming-Montréal. Mais ce que vous savez peut-être, c'est que la grande faiblesse de ces accords multilatéraux sur l'environnement, c'est en fait la portée limitée des exigences juridiques dont ils sont porteurs et des mécanismes de mise en œuvre qu'ils contiennent. Et donc, il faut vraiment que chacun des États partis à ces accords multilatéraux sur l'environnement ensuite traduise à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, quand il s'agit de l'Union européenne, ces engagements internationaux en engagements concrets. Donc, par exemple, pour l'accord de Paris, il s'agit d'avoir la seule exigence légale formelle qui est contenue dans l'accord de Paris, c'est d'avoir une contribution déterminée au niveau national, donc une feuille de route sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et de revoir cette contribution déterminée au niveau national périodiquement à la hausse.
mais ensuite savoir si les objectifs qu'on a mis dedans sont alignés avec l'objectif général de ne pas aller au-delà de plus de 2 degrés de réchauffement à la surface du globe. Ça ne fait pas partie véritablement de l'accord de Paris. Et pareil, de savoir si chaque entité respecte véritablement sa contribution déterminée au niveau national. Ça n'est pas non plus quelque chose qui est regardé, examiné dans le cadre de l'accord de Paris. Donc c'est pour ça qu'il faut des déclinaisons effectives qui marchent bien au niveau national. Et donc ce pacte vert, il a été décliné en plusieurs stratégies thématiques, notamment celle de la ferme à la table et celle pour la biodiversité à l'horizon 2030 pour les sujets agricoles qui nous intéressent aujourd'hui. Et il y a toute une série de textes législatifs qui ont ensuite été adoptés avec un relatif succès sur le volet climatique. Et il y a une vraie entente de la part des différentes familles politiques européennes pour adopter ces textes européens pour mettre l'Union européenne sur les bonnes voies de ses engagements en matière de réduction des émissions. Par contre, avec beaucoup plus de difficultés sur la déclinaison opérationnelle des objectifs en matière de biodiversité, puisqu'on a eu une série d'échecs de textes à la fin du mandat qui est en train de se terminer, puisqu'on a des élections européennes en juin prochain, notamment avec l'échec de l'adoption d'un texte sur l'utilisation durable des pesticides et un texte qui devait voir le jour aussi sur les systèmes alimentaires durables et qui n'a pas encore été proposé. Donc, vous avez là sur l'écran les grands objectifs de ces accords. La déclinaison européenne dans le pacte vert, c'était donc d'atteindre la neutralité carbone en 2050 en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, ce qui ensuite se décline dans des stratégies nationales de réduction des émissions qui couvrent notamment le secteur agricole, mais pas seulement. Et sur les objectifs de biodiversité, le grand objectif qui est affiché par l'Union européenne, c'est d'avoir une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources. Et ce qui se traduit ensuite en sous-objectifs, donc réduire de 50% d'ici 2030 l'utilisation et les risques associés aux produits chimiques phytosanitaires, réduire de 50% les ventes des pesticides les plus dangereux et les éliminer d'ici 2050, réduire de 50% les pertes en nutriments et la pollution des sols par leur usage excessif et réduire leur usage de 20% d'ici 2030. Pour lutter contre l'antibiorésistance, diminuer de 50% les ventes d'antibiotiques pour les animaux d'élevage et d'aquaculture d'ici 2030 et avoir 25% des surfaces en agriculture biologique d'ici 2030. Alors, comme vous le voyez, ces objectifs de réduction des émissions et ces objectifs sur la biodiversité, ils portent essentiellement sur la production de l'Union européenne. Donc, on a des contributions déterminées au niveau national qui portent sur les émissions territoriales. Mais dans le cadre de ce paquet vert, il y a eu aussi un exercice pour essayer d'aligner l'ensemble des politiques européennes sur ces grands objectifs environnementaux, qui a conduit aussi à essayer de regarder quels pouvaient être les enjeux de fuite de carbone au fur et à mesure que la contrainte environnementale allait se renforcer sur les producteurs européens. C'est notamment ce qui a alimenté toutes les discussions sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui couvre les mêmes secteurs que ceux qui sont aujourd'hui soumis au marché carbone européen, et donc qui a été adopté en 2023. C'est aussi cette logique-là qui a présidé pour adopter récemment un texte sur la déforestation importée dont on reparlera dans la suite de cette présentation. Et sur l'objectif de découplage entre la production et l'empreinte matérielle de cette production, là aussi, en général, on regarde l'unité de ressources qui est nécessaire pour produire une unité de PIB, mais la question de l'impact dans les pays tiers de la consommation européenne n'est jamais très loin. Et de fait, quand on parle, par exemple, de déforestation importée, on parle à la fois d'impact en matière climatique, mais aussi d'impact en matière de biodiversité. Donc, c'est bien un sujet qui traite de ces deux grands volets-là. Et ce qui a émergé dans le débat public très fortement, notamment à l'occasion des négociations commerciales avec toute une série de pays
d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, mais pas seulement, on le verra, c'est qu'il y avait, et ça avait été aussi confirmé par exemple, par le travaux du groupe d'experts indépendants qui a été mis en place par le gouvernement français en 2017 par le Premier ministre Édouard Philippe sur l'AECG, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, mais aussi par un autre groupe d'experts qui a été mis en place en 2020 sur l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. C'est cet enjeu d'écart entre les standards d'importation et les standards de production dans l'Union européenne. Ça peut être des standards qui portent sur l'environnement, sur la santé humaine, sur la traçabilité, sur le bien-être animal. Et la raison pour laquelle cette question a pris de l'ampleur dans le débat public, je dirais, c'est que ces écarts posent un triple défi, à la fois le défi de l'intégrité de nos engagements environnementaux, c'est-à-dire que ce serait assez hypocrite de renforcer les standards sur la production européenne et de se désintéresser complètement des impacts dans les pays tiers de la consommation européenne pour tout ce qui relève de denrées importées, au risque d'ailleurs de délocaliser de plus en plus les effets les plus nocifs sur l'environnement avec un renforcement progressif de nos standards. Donc, je mentionnais tout à l'heure la question de la déforestation importée. La consommation de l'Union européenne a, par exemple, pesé plus d'un tiers de la déforestation liée au commerce international entre 1990 et 2008. Donc, il y a une responsabilité évidente de la part de l'Union européenne en tant que gros marché de 450 millions de consommateurs relativement riches à s'intéresser aux conditions de production des denrées qu'elle importe sur son territoire et qu'elle consomme. Ensuite, cet enjeu d'écart entre les normes d'importation et les normes de production, il pose aussi un défi en matière de confiance des consommateurs dans le système alimentaire, puisque ce système de double standard, en fait, quand il est mis en discussion dans le débat public, il révèle des grandes incompréhensions et les gens, en fait, témoignent qu'ils ne se doutent même pas qu'il y a de tels écarts et ça leur semble injustifiable qu'on maintienne de tels écarts. Et enfin, ce dernier, enfin, le dernier enjeu, mais non le moindre, c'est celui de l'équité des règles pour les agriculteurs. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un mouvement de colère important dans de nombreux pays de l'Union européenne fin 2023, début 2024 contre les mesures annoncées dans le cadre du paquet vert sur l'agriculture. Et cette question des doubles standards entre la production européenne et les produits importés était au cœur des revendications d'un certain nombre de mouvements dans un certain nombre d'États membres. Et tous ces enjeux-là conduisent à un risque d'érosion des standards européens ou d'obstacles à leur renforcement. Je vous donnerai des exemples un petit peu plus précis tout à l'heure. Ce débat, il a pris de l'ampleur avec la stratégie de l'Union européenne de multiplier les accords bilatéraux de commerce, puisque l'Union européenne a pendant longtemps été un très bon élève de l'OMC et pendant longtemps s'était retenu à négocier trop d'accords en dehors de l'OMC. Puis, avec le blocage des négociations multilatérales, elle s'est lancée dans un agenda de négociation très, très important, avec des négociations un peu tout azimut. Donc là, vous avez à l'écran la carte actualisée des accords de commerce alors, qui sont en place, qui sont en cours de ratification ou qui sont en train d'être négociés. Et un certain nombre sont sur pause aussi, mais on voit que la couverture géographique s'étend d'année en année. Et ça s'est accompagné d'une hausse des importations agricoles de 28% pour l'Union européenne à 28, donc avant la sortie du Royaume-Uni, entre 2005 et 2019. Donc c'est vraiment un changement de contexte assez important et ce qui rend cette question de plus en plus sensible dans l'Union européenne. D'autant que dans ces négociations bilatérales, on peut voir que l'Union ambitionne d'avoir des accords avec des grands producteurs agricoles internationaux et donc des pays qui sont
des concurrents très, très forts de l'Union européenne. Pour vous donner des exemples plus précis, parce que c'est facile de parler des écarts de standards, mais on a, nous, travaillé sur des exemples très précis, et j'en ai pris un qui concerne directement le Canada pour vous montrer les questions que ça pose, mais on a travaillé sur plein d'autres filières et plein d'autres géographies. On a travaillé dans un rapport de 2021 deux exemples, celui de la lentille et celui de la viande bovine. Alors sur la lentille, je ne le savais pas moi avant de faire cette recherche, mais la lentille canadienne représente la moitié des importations et plus du tiers de la consommation intérieure de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un produit phare dans la consommation de l'Union européenne. Et en plus, la lentille est un produit phare de la transition alimentaire vers des nouveaux régimes plus écologiques. Donc ça nous semble un exemple assez emblématique. Et ce qu'on a trouvé dans les travaux qu'on a menés, c'est qu'au-delà des conditions naturelles favorables qui sont présentes dans la province du Saskatchewan, la très bonne performance des producteurs canadiens s'explique aussi par des règles environnementales qui sont assez différentes de celles qui sont en vigueur dans l'Union européenne, avec un volontarisme aussi des autorités canadiennes pour promouvoir certaines variétés résistantes à certains herbicides. Et donc, les producteurs canadiens peuvent utiliser des produits qui sont interdits dans l'Union européenne. Je pense par exemple au sang coral, qui est un herbicide qui est interdit dans l'Union européenne sur la lentille depuis 2014 en raison de son caractère persistant et toxique pour l'environnement. Donc, celui de son principe actif, la métribuzine. Et cette substance est d'ailleurs répertoriée par la Commission européenne comme un perturbateur endocrinien suspecté et comme une substance toxique pour la reproduction humaine. Et ensuite, on peut voir que même sur d'autres pesticides qui sont utilisés de part et d'autre de l'Atlantique, comme le glyphosate, on peut avoir des différences assez importantes dans les règles d'utilisation, et notamment sur le fait de pouvoir utiliser tardivement ce produit-là. Et donc, les agriculteurs canadiens, à la différence de leurs alter ego européens, peuvent par exemple utiliser le glyphosate jusqu'à 4 jours avant la récolte. Et résultat, la lentille canadienne, la lentille verte, arrive dans les ports européens au même prix à la tonne que celui qui est payé aux producteurs français, mais elle présente l'avantage d'être indemne de bruche, donc un insecte qui pond des larves dans les graines, et donc elle est utilisable à 100% par les industriels, là où il faut bien souvent ajouter une perte de 5 à 10% pour la lentille française. Donc cet exemple assez concret, je crois, est une bonne illustration de cette question des écarts et des divergences réglementaires dont je voulais parler. L'autre exemple que je voulais mentionner avec vous, c'est celui de la viande bovine, parce qu'il a été aussi beaucoup été souligné dans le débat européen. Et notamment parce que l'addition d'un certain nombre d'accords de commerce, donc avec les pays du Mercosur, avec le Mexique, avec les États-Unis sur le panel hormones et avec le Canada, fait un total de 200 000 tonnes de quotas qui ont été accordés par l'Union européenne pour des importations à droit nul ou à droit réduit. Alors, c'est à la fois peu parce que c'est moins de 5% de la consommation européenne, mais en fait, si on regarde sur la partie de la viande qui est la mieux valorisée sur le marché européen, qui est la loyau, qui ne représente que 18% des animaux au total, tous ces contingents additionnés, c'est déjà la moitié de la production européenne d'aloyaux. Donc, ça peut quand même représenter une part importante. Et sur les différences de normes de production qui ont été notées, il y a la question des protéines animales transformées qui sont interdites en Europe depuis 2001 et qui sont autorisées en Amérique du Nord. Il y a la question des antibiotiques qui sont interdits comme activateurs de croissance dans l'Union européenne pour des raisons de lutte contre l'antibiorésistance.
et qui sont utilisés dans plusieurs pays. On a documenté un certain nombre de cas, par exemple, sur le Brésil notamment. Il y a aussi la question de la traçabilité individuelle qui est obligatoire dans l'Union européenne pour chaque animal depuis le lieu de naissance jusqu'au lieu d'abattage et qui est pas du tout la même dans d'autres pays, notamment au Brésil, par exemple, on a une traçabilité volontaire uniquement de la dernière exploitation à l'abattage. Et puis après, il y a des normes assez différentes sur les enjeux de bien-être animal, par exemple sur les questions de temps de transport ou sur les questions certaines pratiques comme le marquage au fer rouge ou d'autres. Alors évidemment, c'est difficile de toujours isoler chacune de ces différences pour donner une traduction économique et dire quelle est le niveau de distorsion économique que ça peut entraîner, puisque déjà quand on regarde les benchmarks, on voit qu'il y a des différences, par exemple entre l'Union européenne et le Brésil, qui sont liées surtout un quart de la différence qui est liée au coût de la mécanisation, presque 20% au prix d'achat des animaux et 12% et demi au coût du travail et au coût de l'alimentation des animaux. Mais quand on essaie de regarder des distorsions en particulier, par exemple l'utilisation des antibiotiques comme activateur de croissance, on voit que ça peut permettre de réduire le coût alimentaire de production d'un jeune bovin de l'ordre de 7 à 8% sans changer le poids de la carcasse. Donc, à la fin, ça se traduit quand même par des différences de coûts de production et ça y contribue. Et sur l'ensemble du parc d'ateliers d'engraissement français, ça ferait une différence de 1% du coût de production total juste pour cette question des antibiotiques comme activateur de croissance. Là où ces questions d'écart de normes de production et de normes d'importation créent aussi beaucoup de discussions, c'est que ces divergences peuvent engendrer donc des distorsions économiques qui sont ensuite pointées du doigt par les producteurs et qui demandent, eux, à ce qu'on leur réduise leurs propres exigences de production. Et on le voit, par exemple, sur les pesticides de façon régulière, puisque on a un certain nombre de substances qui sont interdites d'utilisation dans l'Union européenne, mais avec la possibilité pour les États membres de mettre en place des dérogations pour des pesticides non autorisés. C'est des dérogations qui sont mises en place à chaque fois pour un temps limité et sur des usages particuliers. Mais il en a été fait massivement usage dans l'Union européenne. Donc, entre 2006 et 2022, on a eu 3600 dérogations qui ont été accordées pour l'utilisation des pesticides non autorisés. Par exemple, on a eu le cas en France avec la réintroduction de 2 néonicotinoïdes après leur interdiction pour les betteraves entre 2020 et 2022. La situation pourrait un peu changer puisque maintenant la Cour de justice de l'Union européenne a dit que dans un certain nombre de cas, ça n'était pas, ça devrait plus être possible. Mais on voit à chaque fois dans la demande de dérogation, cette question des écarts de normes de production a été souvent au centre des arguments qui ont été avancés par les producteurs. Et par ailleurs, on a aussi eu des reculs sur certains types certaines pratiques, notamment au moment des négociations avec le Canada. Il y avait déjà eu l'autorisation par l'Union européenne en guise de bonne foi, entre guillemets, de rinçage des carcasses à l'acide lactique et à l'eau chaude recyclée. Et depuis, il y a une demande aussi d'autorisation sur l'utilisation de l'acide peroxyacétique qui a été introduite à l'été 2022, qui, à ma connaissance, n'a pas encore été finalisée, mais on voit que ça, c'est des choses qui n'étaient pas autorisées dans l'Union européenne et qui font l'objet de demandes pour des raisons commerciales. Ensuite, on a aussi un enjeu sur la réglementation européenne qui touche la question des tolérances à l'importation. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, il y a des limites maximales de résidus peuvent être revues à la demande
de toute partie ayant un intérêt légitime, y compris donc les fabricants, pour des substances qui sont interdites dans l'Union européenne pour les produits importés. Et donc, on parle alors de substances de tolérance à l'importation. Et donc, par exemple, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est Monsanto qui a demandé aux autorités européennes en 2012 de multiplier par 100 la limite maximale de résidus pour le glyphosate dans les lentilles pour faciliter les importations nord-américaines en Europe. Et c'est une demande qui avait été accordée. Mais l'Union européenne doit aussi évidemment balayer devant sa porte, puisqu'elle reste un très gros producteur d'un certain nombre de substances qu'elle a bannies de son propre marché. Et elle produit ces substances pour ensuite les exporter vers des pays tiers. Donc, cette possibilité pour les entreprises européennes de produire et d'exporter des pesticides interdits ou leurs composants nous semble absolument injustifiable sur le plan éthique, et elle renforce en outre la possibilité d'importer par effet boomerang des produits qui contiennent ces mêmes pesticides sur le marché européen. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que ça engendre des violations des droits humains, notamment dans les pays en développement, dans lesquels souvent les normes de protection des travailleurs ou des populations riveraines sont moins élevées. Par exemple, on sait que 19% de toutes les importations de pesticides des pays du Mercosur en valeur proviennent de l'Union européenne en 2018. Donc, c'est un marché très, très important. Donc là, vous avez à l'écran une carte qui présente toutes les destinations de ces exportations européennes de pesticides interdits en 2018. Et c'est un sujet sur lequel l'Union européenne avait promis d'agir dans le cadre du Green Deal. Le Parlement européen a demandé plusieurs fois à ce que la Commission européenne fasse une proposition pour interdire ce sujet-là, mais on avance doucement, j'y reviendrai. Donc, la question face à ce tableau-là, c'est comment agir, donc à la fois pour pouvoir renforcer les standards de production de l'Union européenne, renforcer du coup des règles d'accès au marché européen et mettre fin à ces exportations de pesticides interdits. J'ai voulu vous représenter ces enjeux-là sous cette forme de triangle parce que il semble difficile d'agir sur une pointe du triangle seulement, donc les standards de production dans l'Union européenne, sans regarder les deux autres. Et on le voit à la fin de ce mandat européen qui vient de s'écouler. Sinon, on a des risques de mouvements contraires et de backlash contre les mesures qui sont envisagées à l'échelle européenne. Alors évidemment, il faut agir, pardon pour la faute dans la slide, à plusieurs niveaux. Le niveau qui serait le plus adapté pour répondre à ces enjeux-là serait de renforcer les normes internationales. Et donc, il y a des discussions importantes qui sont, par exemple, menées dans le cadre, sur les pesticides dans le cadre du Codex Alimentarius, qui est un programme commun entre la FAO et l'Organisation mondiale de la santé, et donc qui est chargé d'élaborer les normes alimentaires internationales qui sont destinées à protéger la santé des consommateurs et promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce de denrées alimentaires. Mais on le voit, ces règles internationales constituent souvent le plus petit dénominateur commun, et surtout, la question de la protection de l'environnement ne fait pas formellement partie du mandat de l'institution. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de forum pour examiner la question du renforcement des normes sur les pesticides, alors même que ça fait maintenant partie des objectifs de Kunming-Montréal auxquels on souscrit un certain nombre d'États sur la scène internationale. Et c'est la raison pour laquelle cette difficulté d'avancer collectivement à l'échelle internationale, c'est la raison pour laquelle l'Union européenne cherche à appliquer aux produits importés un certain nombre de règles de production essentielles pour la santé, le bien-être animal ou l'environnement. Et donc, je vais essayer de passer un peu plus vite pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est la question des mesures miroirs. Donc, par mesure miroir, on désigne des dispositions qui sont intégrées dans la législation et qui conditionnent l'accès au marché au respect d'un certain nombre de normes de production essentielles en termes de santé et d'environnement, par exemple. Donc, ce sont des mesures unilatérales qui ont une portée extraterritoriale. Et dans ce cas,
on a une mesure qui s'applique à tous les biens qui entrent sur le marché, quelle que soit leur origine. Donc, je voulais vous donner 2 exemples de mesures miroirs qui ont été adoptées récemment. Le premier, c'est celui sur le règlement européen sur la déforestation importée, qui est une initiative sectorielle qui vise certains produits, donc le bois, l'huile de palme, le soja, le café, le cacao, le caoutchouc et le bœuf, ainsi que les produits dérivés de ces matières premières. Il s'agit en fait d'une mesure qui est vraiment réciproque. C'est à la fois pour accéder au marché européen ou pour exporter depuis le marché européen. Euh, les opérateurs devront s'assurer à partir de 2025 que la production n'a pas généré de déforestation ou de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Et donc, il y a des obligations de diligence raisonnable qui sont fixées avec une gradation en fonction du niveau de risque qui est identifié dans chaque pays. Donc ça, c'est un petit schéma qui a été fait par le gouvernement français. Donc ça se passe bien en 3 étapes, cette diligence raisonnée. Il faut d'abord recueillir des informations, puis évaluer le niveau du risque et ensuite prendre des mesures pour atténuer ce risque. Et donc il y a notamment des exigences en matière de traçabilité et des exigences de géolocalisation des parcelles qui ont été mobilisées pour la production de ces différentes denrées pour pouvoir s'assurer ensuite avec un suivi aussi de géolocalisation qu'il n'y a pas eu d'impact sur la dégradation ou la déforestation. Ce texte a quand même 2 limites qui sont déjà connues, mais qui ont fait l'objet des négociations européennes. La première, c'est qu'il y a des produits importants qui ne sont pas couverts, comme le maïs, le coton, le biodiesel. Et l'autre, c'est qu'il y a des terres boisées au-delà des forêts qui ne sont pas couvertes et qui pourtant sont concernées par les risques de déforestation, notamment les savanes, comme le cerrado. Et aujourd'hui, on sait que 60% des importations européennes à risque de déforestation concernent le soja, qui est principalement cultivé dans ce type de terre-là, notamment au Brésil. Donc voilà, on sait qu'il y a déjà des trous dans la raquette, mais normalement, il y a des engagements de la part de l'Union européenne de revoir périodiquement cette réglementation pour la renforcer petit à petit. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est celui du règlement sur les résidus de néonicotinoïdes qui a aussi été adopté en 2023. Il s'agit d'un objectif de protection de la biodiversité et des pollinisateurs. Et donc, c'est une interdiction à partir de mars 2026 d'importer des produits destinés à l'alimentation humaine qui contiennent des traces de 2 néonicotinoïdes, thiaméthoxam et clothianidine, qui ne sont plus approuvés dans l'Union européenne depuis 2019. Et donc, en pratique, ça veut dire que si les molécules sont détectées dans un produit, puisque les limites maximales de résidus seront au seuil de détection, ce produit ne pourra pas accéder au marché européen. Donc, c'est la première mesure miroir sur les pesticides qui a été adoptée par l'Union européenne pour des raisons environnementales et non plus seulement pour des raisons de santé publique. Ça me semblait important de la citer. Ensuite, on fait parfois l'amalgame entre des mesures et des clauses miroirs. Donc, j'en profite ici pour essayer de préciser les choses. En France, quand on parle de clauses miroirs, mais aussi à l'échelle européenne, normalement, on désigne en fait davantage des clauses environnementales, sanitaires ou de bien-être animal qui sont incluses dans les accords de commerce et qui conditionnent l'octroi d'un quota ou l'abaissement d'un droit de douane pour un produit donné. C'est-à-dire que ces clauses-là, elles font l'objet de négociations spécifiques sur des produits qui ont été identifiés comme sensibles du point de vue de la protection de la santé ou de l'environnement ou du bien-être animal, notamment grâce à tous ces exercices d'études d'impact sur le développement durable qu'on peut conduire au moment des négociations commerciales. Et dans ce cas-là, la clause ne s'applique que pour les biens qui sont concernés par l'accord établi avec le pays ou le groupe de pays concernés. Et ça, c'est une piste sur laquelle l'Union européenne a moins avancé, puisqu'en fait, elle a eu 2 fois recours à des clauses miroirs dans des accords de commerce, mais qui sont relativement insignifiantes, puisqu'il y a une clause miroir dans l'accord UE-Mercosur sur les produits, sur les œufs, et donc avec une obligation de respect des normes pertinentes de l'Union européenne en matière de bien-être animal pour les poules pondeuses, mais en réalité, les volumes qui sont échangés sur ces produits devraient rester assez négligeables, donc la clause est assez accessoire. Et de la même façon, il y a une autre clause miroir qui a été
inscrite dans le récent accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, avec un critère de durabilité qui exclut les bovins élevés en parc d'engraissement pour le quota de viande bovine, mais à nouveau, c'est une clause qui apparaît assez peu pertinente dans le contexte entre le commerce entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, puisqu'il n'existe pas de parc d'engraissement dans le pays. Sur je le disais, il y a un vrai enjeu de cohérence, puisque pour que l'Union européenne euh, puisse mettre abaisser les limites maximales de résidus au seuil de détection et mettre fin aux tolérances à l'importation pour les pesticides qu'elle a bannis d'usage dans l'Union européenne. Encore faut-il qu'elle ait une action cohérente, donc à la fois mettre fin aux dérogations dans les pays membres de l'Union européenne pour l'usage de ces molécules interdites et mettre fin à la production, au stockage, à la circulation et à la vente des substances interdites. Il y a eu un précédent partiel avec une interdiction partielle qui a été adoptée en France en 2018 sur ces exportations de pesticides interdits et dont la mise en œuvre a démarré en 2022, mais qui ne concerne que les produits pesticides et pas les substances en tant que telles. Donc, il y a encore des exportations. La Belgique a à son tour adopté un export ban en 2023 qui est apparemment un peu plus complet. Il y a des discussions qui sont en cours en Allemagne. Et au niveau européen, je disais, il y avait un engagement qui avait été donné par la Commission européenne. Il y a une consultation qui a été lancée à l'été 2023, mais il n'y a encore aucune proposition concrète qui a été mise sur la table. Je peux parler rapidement de la question de la compatibilité avec les règles de l'OMC de ces mesures, parce que c'est souvent un argument qui a été invoqué pour critiquer ou invalider ce type de mesures. L'analyse qui a été faite par un certain nombre de juristes et qui a été aussi introduite dans un rapport de la Commission européenne qui a été présenté en juin 2022 sur le sujet, c'est qu'il est possible d'utiliser ce type de mesures miroirs, à condition effectivement qu'il y ait une démarche cohérente de l'Union européenne avec les objectifs qui sont visés. Ça doit vraiment être des objectifs de protection de l'environnement, des objectifs sanitaires ou de bien-être animal qui peuvent entrer dans les exceptions prévues dans le cadre des règles de l'OMC. Mais à chaque fois, les mesures doivent être faites de façon à être vraiment bien proportionnées par rapport à ces objectifs. Et ensuite, ce que je voulais mentionner, c'est que donc il y a eu une mobilisation très forte au cours de ce mandat qui est en train de s'achever, je vous le disais, donc entre 2019 et 2024 sur ces sujets-là, à la fois avec le paquet vert et donc cette stratégie de la ferme à la table. Il y avait eu une mobilisation du Parlement européen avec l'adoption d'un amendement dans le cadre de la réforme la dernière réforme de la politique agricole commune sur une demande assez générale de mise en place de mesures miroirs. Ça avait été aussi une priorité de la présidence française de l'Union européenne, mais avec différents alliés, notamment l'Autriche, l'Espagne et les Pays-Bas au premier semestre 2022. Il y a un rapport, je l'ai mentionné rapidement, de la Commission européenne qui avait été publié en juin 2022 qui concluait à l'importance de mettre en œuvre des mesures miroirs, mais de façon très ciblée et au cas par cas. Il y a une série de premières mesures qui ont été adoptées en 2023 avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le texte sur la déforestation importée et les règles sur les néonicotinoïdes. Ce qui frotte beaucoup en ce moment, c'est que en parallèle, il y a de nombreux accords de commerce qui ne prennent pas en compte ces enjeux qui sont finalisés, d'où la colère des agriculteurs qui comprennent pas vraiment le cap de l'Union européenne. Donc pour l'instant, la réponse ça a plutôt été l'abandon des renforcements des règles qui étaient prévus dans le cadre du paquet vert sur le volet biodiversité et des reculs sur l'éco-conditionnalité de la PAC actuelle, qui était pourtant déjà assez faible. Donc tout ça nous éloigne plutôt de l'atteinte des objectifs environnementaux affichés et on verra ce qui se passe au cours du prochain cycle européen, puisque on a un nouveau programme de travail qui devrait être défini à l'occasion de l'arrivée de la nouvelle commission juste après les élections européennes cet été. Je m'arrête là et je vous remercie.